du colloque pour cette seconde journée qui s'ouvre dans nos lieux, dans la salle qui est un peu la salle de réunion des professeurs du Sénat de l'Université ouverte d'Israël. Le bâtiment, comme vous voyez, est neuf parce qu'il a été inauguré en 2004, donc il n'est pas très vieux, d'où le caractère encore. Ah, alors. Et maintenant ? C'est bon maintenant ? Oui. Et comme on a besoin de traduire ? Bien, alors, bienvenue, comme ça vous l'entendez également en hébreu, bienvenue à tous les participants du colloque et au public pour inaugurer donc cette deuxième journée dans nos lieux, dans nos locaux. Vous êtes ici dans la salle des professeurs et le lieu de réunion du Sénat de l'université, qui a été inaugurée en 2004. Voilà, c'est pour ça qu'elle est encore en très bonnes conditions. Voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal David. Pascal David, qui est chargé d'enseignement à l'Université catholique de Lyon, qui est membre de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil depuis 1999, auteur d'articles sur Simone Veil dans plusieurs revues, dont les cahiers Simone Veil, et notamment en juin 2018, donc très récemment, un article intitulé « Quelle religion Simone Veil pratique-t-elle ?» Il a également participé au célèbre numéro du Cahier de Lerne, publié en 2014 sur Simone Veil. Il est auteur de plusieurs livres, dont « Penser la Chine, interroger la philosophie », et a récemment publié 2 anthologies d'écrits de Simone Veil. Le premier, « Luttons-nous pour la justice », manuel d'action politique, et le second, Désarroi de notre temps et autres fragments sur la guerre, présenté, annoté par Pascal David, aux éditions Peuple Libre. Et aujourd'hui, nous lui avons prié. Oui, je peux les montrer, bien sûr, tout à fait. Donc, comme je dois tenir le micro, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais voilà, un premier, on pourra les faire circuler d'ailleurs pendant la pause. Avec une belle figure qui ressemble un peu à du Giacometti. Voilà, son intervention portera sur l'enracinement dans un milieu, le contact avec l'univers, l'ouverture vers l'autre monde, les enjeux d'une politique du bien pour notre temps. Vous avez 45 minutes. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation qui m'a été faite à intervenir, Aviad Refetz et Denis Charbit. Merci pour cette présentation. La question qui est la nôtre est la suivante. Qu'est-ce qu'une politique du bien pour notre temps ? Je vais, après une introduction, développer 2 parties. Je me demanderai d'abord ce que c'est qu'un milieu, et ensuite, comment le bien peut exercer une influence. La période présente, écrit Simone Veil en 1934, dans ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, la période présente est de celle où tout ce qui semble normalement constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi ou l'inconscience, tout remettre en question. Alors qu'elle s'apprête à travailler en usine, Simone Veil établit un diagnostic de la vie sociale contemporaine, comme elle le dit. 5 ans plus tard, en 1939, alors que la guerre se profile à l'horizon, elle rappelle cette exigence qui s'impose lorsque l'on cherche à comprendre ce qui est en train de se passer, ou pour le dire autrement, ce qui fait rupture dans notre présent. Je cite, « Ceux qui tiennent aujourd'hui à l'égard de la politique extérieure le même langage qu'il y a 1 an oublient en l'occurrence qu'il convient à l'homme de se conformer au temps. » En 1942, Simone Veil écrit la chose suivante, qui vaut à mon avis tout aussi bien pour notre période à nous. Nous vivons une époque tout à fait sans précédent. Nous vivons une époque tout à fait sans précédent. Il convient à l'homme de se conformer au temps. La question de la philosophie, avec Simone Veil, c'est la question du présent, c'est la question de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est donc précisément que ce présent auquel j'appartiens ? Le rôle de la philosophie,
que met en œuvre Simone Veil, le rôle de la philosophie est de diagnostiquer. Diagnostiquer le présent, et cela afin d'agir en incarnant le bien. Alors je me suis demandé, quel est notre présent? Et je dirais la chose suivante. Notre présent à nous se caractérise notamment par une triple crise. Une crise économique d'abord, une crise de l'emploi, ou pour mieux dire du travail. Que veut dire travailler aujourd'hui lorsque l'on passe sa journée devant un écran d'ordinateur? Deuxièmement, une crise des réfugiés, ou plutôt une crise de la demande de refuge. Et troisièmement, une crise écologique, climatique, dont, à mon avis, nous ne soupçonnons pas encore toute l'ampleur. Et ce sont en réalité les trois aspects d'une même crise, celle de notre inscription sur une terre, celle de nos conditions d'existence. Cette crise, c'est celle que Simone Veil nomme d'un mot, le déracinement. Ne plus se sentir chez soi nulle part lorsque le sol se dérobe sous nos pieds. La question du travail, la question des migrations et la question écologique révèlent ce qui fait notre présent, le déracinement, c'est-à-dire une crise du refuge. Et la question est alors, comment faire pour que la Terre soit habitable par tous? Quelles sont les conditions d'un nouvel enracinement? Les 5 derniers siècles se caractérisent par un mouvement de mondialisation qui a été vécu comme un mouvement d'émancipation et d'universalisation, un arrachement au local vers le global. Mais ce mouvement est un échec. Il est un échec parce qu'il faudrait plusieurs fois la Terre et ses ressources pour que ce développement soit possible pour tous. Un retour en arrière est-il alors possible? Peut-on revenir aux frontières nationales et à l'État-nation souverain sur son territoire, au monde ancien, à l'identité ethnique, du moins nationale, et à la fermeture des frontières? Le Brexit pour tous, en quelque sorte. Je ne le crois pas. D'abord parce que ce monde ancien, d'ailleurs largement imaginaire, n'existe plus. Certes, le besoin de sécurité, de protection, de frontières contre le déracinement fait l'objet de revendications de plus en plus fortes aujourd'hui. Et ce besoin de sécurité est un besoin de l'âme. Je cite Simone Veil, l'enracinement. La sécurité est un besoin essentiel de l'âme. La sécurité signifie que l'âme n'est pas sous le poids de la peur ou de la terreur, qui sont des poisons presque mortels, que la cause en soit la possibilité du chômage, ou la répression policière, ou la présence d'un conquérant étranger, ou tout autre malheur qui semble surpasser les forces humaines. Alors que faire? Que faire? Notre vie dépend d'un sol, d'une terre. Toute la Torah est traversée par cette question de la terre où habiter. La question devient alors, quelles sont mes conditions d'existence? C'est-à-dire, de quoi est-ce que j'ai besoin pour subsister? À quoi est-ce que je tiens? Il nous faut retrouver une terre, ou pour mieux dire, un milieu. Ce que cherche à penser Simone Veil, c'est, je cite, « un milieu favorable au développement de l'âme ». Il nous faut penser en même temps notre inscription locale et l'ouverture vers le monde commun. Et donc cesser d'opposer ces deux mouvements, comme le fait trop souvent la politique aujourd'hui. Il nous faut penser en même temps l'enracinement dans un milieu, le contact avec l'univers et l'ouverture vers l'autre monde, pour reprendre les termes mêmes de Simone Veil. Et ce sont là, à mon sens, les enjeux d'une politique du bien pour notre temps. Première partie, qu'est-ce qu'un milieu? Et quels sont les enjeux politiques pour notre temps de ce concept de milieu que Simone Veil nous permet de penser? Chacune de mes parties est en 3 moments. Premier moment. Il s'agit de penser la satisfaction des besoins du corps et de l'âme. J'ai cité il y a un instant le besoin de sécurité. Les besoins de l'âme sont des besoins vitaux de l'être humain, explique Simone Veil, des nécessités de la vie humaine analogues à la nourriture, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas satisfaits, ces besoins,
l'homme tombe peu à peu dans un état plus ou moins analogue à la mort, plus ou moins proche d'une vie purement végétative. Il y a donc des besoins du corps, ceux de la vie physique, je cite, ils concernent la protection contre la violence, le logement, les vêtements, la chaleur, l'hygiène, les soins en cas de maladie. Ou encore, ailleurs, dans un autre texte, besoin de nourriture, de chaleur, de sommeil, d'hygiène, de repos, d'exercice, d'air pur. Besoin de repos et en même temps d'exercice. Et je relève ce besoin d'air pur qui va devenir de plus en plus un enjeu politique. Il y a donc les besoins du corps et il y a les besoins de l'âme, ceux de la vie morale. Tout le monde a conscience, note Simone Weil, qu'il y a des cruautés qui portent atteinte à la vie de l'homme sans porter atteinte à son corps. Ce sont celles qui privent l'homme d'une certaine nourriture nécessaire à la vie de l'âme. Ces besoins qui sont à la vie de l'âme, ce que sont pour la vie du corps les besoins de nourriture, ce sont, vous en connaissez la liste, je vais en nommer simplement certains, l'ordre, la liberté et l'obéissance, l'égalité et la hiérarchie, la sécurité et le risque, la propriété privée et la participation au bien collectif, la liberté d'expression et la vérité, la solitude et la vie sociale. Excepté le besoin d'ordre, cette liste met en tension des couples de besoins contraires. Ils permettent à la fois la dignité de l'être humain, son existence individuelle, et le dépassement de cette individualité vers le commun et l'impersonnel. Le contact avec l'univers et l'ouverture vers l'autre monde. Par exemple, à la fois la liberté d'expression de toutes les pensées et la vérité impersonnelle qui suppose le renoncement au moi et à la perspective. Enfin, le besoin d'enracinement. Simone Weil insiste sur ce besoin, Frédéric Worms en a parlé hier, parce qu'il vient répondre à cette maladie qui ne cesse pas de se propager, à savoir le déracinement comme perte de contact avec le passé, avec ce monde et avec la réalité située hors du monde, à laquelle répond l'exigence de bien absolu qui est toujours au centre du cœur de tout homme. Je cite, « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Un être humain a besoin d'être enraciné dans des milieux. Je voudrais relever qu'il a besoin d'avoir de multiples racines. Un être humain participe à plusieurs collectivités ou milieux. Nous ne sommes pas prisonniers d'un milieu ou d'une identité unique. Cela est important à souligner alors que certains veulent réduire les hommes à une unique identité. Deuxième moment de cette première partie, un enjeu majeur d'une politique du bien consiste alors à entretenir les milieux, entretenir des milieux. Qu'est-ce qu'il est sacrilège de détruire, demande Simone Weil, les métaxus. Ne priver aucun être humain de ses métaxus, c'est-à-dire de ses biens relatifs et mélangés, foyer, patrie, tradition, culture, etc., qui réchauffent et nourrissent l'âme, et sans lesquels, en dehors de la sainteté, une vie humaine n'est pas possible. La patrie, les milieux définis par la langue, par la culture, par un passé historique commun, la profession, la localité, sont des exemples de milieux naturels, écrit Simone Weil.
Ou encore, on pourrait poursuivre, une région, un village, ou un quartier, une famille, une association, une corporation ou un syndicat, une revue, son comité de lecture et ses lecteurs, un ordre religieux, un centre d'études ou de conférences, un café culturel, un lycée peut-être, un monastère ou une maison de famille, sont des exemples de milieux qui fournissent une nourriture pour un certain nombre d'âmes humaines. Chaque milieu est unique, explique Simone Weil. Et s'il est détruit, donc, il n'est pas remplacé. La nourriture qu'un milieu fournit à l'âme de ceux qui en sont membres n'a pas d'équivalent dans l'univers entier. Un milieu inscrit un être humain dans une temporalité. Besoin aujourd'hui qui me semble capital. Inscrire un être humain dans une temporalité. Je cite, « De par sa durée, la collectivité pénètre déjà dans l'avenir. Elle contient de la nourriture non seulement pour les âmes des vivants, mais aussi pour celles d'êtres non encore nés, qui viendront au monde au cours des siècles prochains. Enfin, de par la même durée, la collectivité a ses racines dans le passé. Elle constitue l'unique organe de conservation pour les trésors spirituels amassés par les morts, l'unique organe de transmission par l'intermédiaire duquel les morts puissent parler aux vivants. » Fin de citation. Une collectivité ou un milieu conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. La destruction des milieux, c'est la destruction du passé et d'un horizon d'attente. C'est la perte de toute conception de la destinée humaine ou de la perfection humaine, comme dit Simone Weil parfois, et donc la perte de tout espoir. C'est l'uniformisation, c'est le déracinement, c'est le nihilisme. Chaque être humain a donc besoin de s'enraciner dans des milieux, et la tâche de la politique est d'entretenir ces milieux. Mais cet enracinement n'est pas une clôture. Simone Weil y insiste, je cite, « Les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence extérieure comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Quand un peintre de réelle valeur va dans un musée, son originalité en est confirmée. Il doit en être de même pour les diverses populations du globe terrestre et les divers milieux sociaux. Les milieux sont plus ou moins fluides, dit ailleurs Simone Weil. Cette fluidité permettant de penser influence extérieure et transformation continue en échappant au lexique de l'identité que Simone Weil n'emploie jamais. Chaque milieu est unique. Il est le fruit d'une histoire longue et il ne s'agit en aucun cas de confondre les milieux. Autrement dit, il ne s'agit pas de promouvoir une mondialisation qui soit une uniformisation des milieux et des conditions de vie. L'ouverture au monde, ce mouvement de mondialisation dont j'ai parlé en commençant, s'est révélé être, dans la modernité, une uniformisation des conditions de vie. L'Occident qui exerce sa force. Nous connaissons les analyses de Simone Weil sur la colonisation, facteur de déracinement. Je n'insiste pas sur ce point. Lorsqu'un milieu s'ouvre vers un autre milieu, ouvre un écart avec un autre milieu et se met en tension avec lui, il s'inscrit en vis-à-vis de cet autre milieu qui en manifeste alors la singularité. Il n'y a pas confusion, mais chaque milieu peut ainsi accroître sa singularité et son intensité en vis-à-vis de l'autre. Simone Weil prend l'image du peintre qui va dans un musée et son originalité en est alors confirmée lorsqu'il contemple l'œuvre d'un autre peintre, s'écartant de lui et se comprenant mieux lui-même en se réfléchissant à partir de cette autre œuvre. Il s'agit bien d'entretenir les milieux, c'est-à-dire de les faire tenir ensemble, dans leur écart. L'enjeu est politique. Comment faire pour qu'un espace devienne un véritable lieu, qualitativement distinct et mis en tension avec d'autres lieux, considéré dans son intensité et non plus dans son extension, constituant ainsi un milieu où l'être humain puisse s'enraciner. L'enracinement dans un milieu est un besoin vital de l'âme. On doit alors du respect à une collectivité, quelle qu'elle soit, non pas en elle-même, mais comme nourriture d'un certain nombre d'âmes humaines. Par exemple, une patrie, une nation, un pays,
est un milieu vital. Je cite, « Comme il y a des milieux de culture pour certains animaux microscopiques, des terrains indispensables pour certaines plantes, de même, il y a une certaine partie de l'âme en chacun et certaines manières de penser et d'agir circulant des uns aux autres qui ne peuvent exister que dans le milieu national et disparaissent quand un pays est détruit. » Fin de citation. En définissant la patrie comme un milieu vital, nous pouvons fonder un patriotisme non plus sur la force, mais sur la compassion, pour un milieu qui doit être préservé à cause du bien qu'il contient. À cause du bien qu'il contient, dit Simone Veil. La compassion est un mobile pour toute espèce d'action, y compris le combat. Pour toute espèce d'action, dit Simone Veil, y compris le combat. Il faut défendre les milieux. Les milieux sont précisément ce qu'on appelle des zones à défendre, des ZAD. Un milieu est une ZAD, une zone à défendre. Le concept de milieu désigne donc à la fois une collectivité, donc des êtres humains qui entretiennent entre eux des relations organisées, mais aussi la transmission des trésors du passé et d'une certaine conception de la destinée humaine, autrement dit d'une certaine perfection humaine. Enfin, ce qu'on pourrait appeler un terrain de vie, j'emprunte l'expression à Bruno Latour, ou un paysage, j'emprunte l'expression à François Julien, c'est-à-dire qu'un milieu est un concept qui n'opère pas la distinction moderne entre nature et culture. Le milieu est tout aussi bien naturel que culturel. Le milieu est un concept qui permet de sortir de l'opposition moderne entre le mouvement de mondialisation et de dérégulation et le mouvement inverse de retour au local et aux frontières. L'enracinement n'est pas un concept identitaire. Il ne s'agit pas d'un enracinement dans un sol ou dans un territoire entouré de frontières qu'il faudrait fermer. C'est dans des traditions vivantes portées par des milieux qu'il s'agit d'être enraciné, et un tel enracinement donne accès à l'univers entier en sa beauté. Donc mouvement d'enracinement dans un milieu, condition d'ouverture à l'univers entier dans sa beauté. L'âme humaine, résume Simone Veil, a besoin par-dessus tout d'être enracinée dans plusieurs milieux naturels et de communiquer avec l'univers à travers eux. Troisième moment, cette première partie, un milieu nourrit l'âme s'il permet l'attention au bien. S'il permet l'attention au bien. Il faut un milieu qui entoure l'être humain de chaleur et en même temps, dit Simone Veil, qui laisse autour de lui de l'espace et du silence. Je cite, une autre citation, « De l'espace, un degré de libre disposition du temps, des possibilités pour le passage à des degrés d'attention de plus en plus élevés, de la solitude, du silence. » Un milieu doit donc favoriser la capacité à faire attention. Il faut à l'homme du silence chaleureux, on lui donne du tumulte glacé, résume Simone Veil. Il faut à l'homme du silence chaleureux, on lui donne du tumulte glacé. Ce tumulte glacé de l'usine et du travail à la chaîne, qui est la cause du déracinement ouvrier, caractérise le monde moderne. La question est alors, comment organiser la vie collective de telle manière qu'il soit préservé des lieux et des moments propices au silence et à l'attention. Cette question et cette inquiétude pour l'attention, pour que soit favorisée la capacité à faire attention, à laisser sa pensée libre et pénétrable au réel, attention à la vérité, attention à la beauté, attention aux êtres humains, traverse et unifie toute la vie et l'œuvre de Simone Veil. L'attention est dépossession de soi et ouverture au réel, au beau, au vrai. Ouverture au bien qui est hors de ce monde. Sait-on vraiment faire attention à l'âge de l'accélération, de l'urgence et des nouvelles technologies, dans les études, dans une entreprise ou lorsqu'on s'engage en politique? Aujourd'hui, l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour, dit Simone Veil. Aujourd'hui, l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour. Ce diagnostic précède d'un demi-siècle
la conclusion à laquelle parvient l'écrivain français Michel Houellebecq dès son premier roman « Extension du domaine de la lutte ». Extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire extension des rapports de force à tous les rapports humains, au mépris de la justice. Justice comprise par Simone Veil comme ce qui échappe à la force, parce que laissant à l'autre la possibilité d'exercer sa faculté de consentement. Le déracinement est cette organisation sociale de la difficulté à aimer et à maintenir des fidélités, lorsque les seuls mobiles sont la contrainte, l'argent et un enthousiasme soigneusement entretenu et stimulé, dit Simone Veil. Et on peut penser à cet enthousiasme savamment entretenu et stimulé par les marques commerciales d'appareils de technologie et de téléphonie. La propagande et la suggestion suppriment toute possibilité de consentement, de même que la publicité, et substituent la contrainte et le rapport de force à l'obéissance et à la fidélité. Car, je cite, « le consentement ne se vend ni ne s'achète. Par suite, quelles que soient les institutions politiques, dans une société où les échanges d'argent dominent la plus grande partie de l'activité sociale, où presque toute l'obéissance est achetée et vendue, il ne peut pas y avoir de liberté. » Notre programme se dessine alors plus clairement. Il nous faut penser à un renouvellement des formes de vie qui permettent l'exercice de la faculté de consentir librement au bien par amour. Je reprends l'expression de Simone Veil. Ce consentement au bien transforme complètement les modalités de l'action et de la pensée, conduit à reconnaître la réalité des êtres humains, à abandonner les défenses et les rapports de force et à promouvoir le libre consentement des autres êtres humains, ce qui s'appelle donc la justice. Pour s'enraciner et répondre aux besoins de l'âme, il faut un milieu, je cite, qui soit proche, humain, chaleureux, simple et sans orgueil. Il faut un milieu qu'une population puisse aimer naturellement, du fond du cœur, du fond de son propre passé, de ses aspirations traditionnelles. Il faut un amour bu tout naturellement avec le lait et qui porte les adolescents à conclure une fois pour toutes, au plus secret de leur cœur, un pacte de fidélité. Fin de citation. Un pacte de fidélité qui permet donc le libre consentement aux obligations qui en procèdent, et d'abord l'obligation de défendre un tel milieu au péril de sa vie, si nécessaire. Je résume cette première partie. L'émigration de masse, la place prise par l'argent et l'économie financière hors sol, offshore, la culture et l'enseignement scientifique coupés de la tradition et d'une conception du bien, sont des facteurs de déracinement. Et ce péril de déracinement est l'enjeu majeur de notre temps. Les concepts de Simone Veil, ceux de besoin de l'âme, d'enracinement et de milieu, si on complète ce que dit Simone Veil du milieu par la prise en compte des enjeux écologiques, nous fournissent un remède dont les politiques publiques et les citoyens doivent pouvoir se saisir. Ma deuxième partie, l'influence exercée par le bien. Premier moment. C'est donc l'enracinement dans un milieu qui donne accès au réel et au bien. Autrement dit, l'enracinement dans un milieu permet le contact avec cet univers-ci et l'ouverture vers l'autre monde. Ce n'est que par la cristallisation dans la vie publique du bien supérieur, cristallisation dans la vie publique du bien supérieur, qui est impersonnel, que les besoins de l'âme seront assurés, mais aussi que la démocratie sera viable. La démocratie comme telle, qui est aujourd'hui remise en cause de multiples manières, la démocratie comme régime politique, plus généralement la politique, l'économie, l'histoire, ne sauraient fournir des raisons de vivre. Tout homme, note Simone Veil, est fait d'abord pour quelque chose d'infiniment plus haut qu'aucun idéal qui puisse lui être proposé par la vie publique. Une collectivité qui se referme sur elle-même, qui ne s'ouvre pas à la réalité située hors du monde, est incapable de penser le respect qui est dû à tout être humain et se condamne alors à ne plus être gouverné que par des rapports de force. C'est parce qu'il y a au centre du cœur de l'homme cette exigence d'un bien absolu qui y habite toujours
et ne trouve jamais aucun objet en ce monde qui est l'essence même de l'homme et qui répond au bien situé hors du monde, c'est-à-dire hors des rapports de force qui constituent le monde, qu'un respect inconditionnel est dû à tout être humain, quelle que soit sa condition dans le monde. Autrement dit, la force n'est pas souveraine, parce que la justice est réelle au fond du cœur des hommes. Si la justice est ineffaçable au cœur de l'homme, dit Simone Weil, elle est une réalité en ce monde. Donc la justice, comme contraire de la force, peut devenir effective parce qu'il y a en tout être humain un désir du bien, un désir perpétuellement agissant au fond de nous. Le sentiment des diverses obligations procède toujours d'un désir du bien qui est unique, fixe, identique à lui-même pour tout homme, du berceau à la tombe. Exprimer ce respect dû à tout être humain, respect dû à ce désir du bien qui est toujours présent en tout être humain, c'est tout faire pour que soient satisfaits les besoins terrestres de l'âme et du corps, et c'est une obligation inconditionnelle. On le voit, défendre les milieux n'est pas une affirmation identitaire ou un repli défensif sur soi. Le milieu ouvre sur un bien impersonnel et incarne le respect dû à tout homme. Il ne s'agit pas d'imposer une idéologie occidentale, ne serait-ce que celle des droits de l'homme. Je ne déclare pas que j'ai des droits, je ne déclare pas même universellement que tout homme a des droits, mais je réponds aux besoins des autres hommes. À l'affirmation des droits, Simone Weil oppose donc l'obligation de donner aux hommes ce dont ils ont besoin. C'est une manière, je crois, radicalement non idéologique de faire de la politique. Et Simone Weil nous propose cette manière non idéologique de faire de la politique. Il est intolérable que des hommes et des femmes meurent de faim, manquent de ce qui est nécessaire pour satisfaire leurs besoins, et c'est cet intolérable auquel je suis requis de répondre, quelles que soient mes idées par ailleurs. Deuxième moment de ma deuxième partie. Il s'agit de garantir les besoins de l'être humain. La personne humaine désigne essentiellement une aptitude à l'impersonnel. La personne humaine est une aptitude à l'impersonnel, la faculté de passage à l'impersonnel, au bien impersonnel. Si une opération mathématique est exacte, 2 plus 2 égale 4, je m'efface devant la vérité et la beauté de ce qui se donne à moi. Le génie, le véritable créateur, est traversé par une inspiration impersonnelle. Ce n'est pas sa personne et son misérable petit tas de secrets qu'il exprime et incarne, mais c'est le vrai, le beau, le bien. Le désir du bien est un désir d'un bien impersonnel, et seul ce désir du bien impersonnel échappe au collectif. Je cite, « L'être humain n'échappe au collectif qu'en s'élevant au-dessus du personnel pour pénétrer dans l'impersonnel. À ce moment, il y a quelque chose en lui, une parcelle de son âme, sur quoi rien de collectif ne peut avoir aucune prise. S'il peut s'enraciner dans le bien impersonnel, c'est-à-dire devenir capable d'y puiser une énergie, il est en état, toutes les fois qu'il pense en avoir l'obligation, de tourner contre n'importe quelle collectivité sans s'appuyer sur aucune autre, une force à coup sûr petite mais réelle. » Je relève cette expression qui me semble décisive, s'enraciner dans le bien impersonnel. Donc l'enracinement de Simone Weil n'est pas l'enracinement au sens qui est pensé par l'extrême droite française, par Barrès par exemple. Claudel dit que Barrès est enraciné dans un pot de fleurs. Voilà. Il ne s'agit pas de s'enraciner dans un pot de fleurs. L'enracinement, c'est un enracinement qui ouvre sur l'univers. Car il ne faudrait pas se méprendre. Simone Weil ne défend pas la personne. Elle ne défend pas la liberté des modernes contre la collectivité. En ce sens-là, elle n'est pas libérale. Elle ne défend ni les revendications des individus, ni leur épanouissement, ni leurs caprices. Elle défend les conditions politiques et sociales, et écologiques, on pourrait dire, qui permettent aux personnes de s'orienter vers l'impersonnel, parce que la beauté, la vérité, la justice et toute forme de perfection sont impersonnelles, et que, je cite, « le passage dans l'impersonnel ne s'opère que par une attention d'une qualité rare et qui n'est possible que dans la solitude. Non seulement la solitude de fait,
mais la solitude morale. Toute collectivité a besoin pour subsister de ces opérations qui ne s'accomplissent que dans la solitude. Ainsi, l'être humain accède à l'impersonnel, prend contact avec la réalité, la vérité, la beauté de l'univers et avec la sagesse qui en constitue l'ordonnance, et permet que l'impersonnel ait prise sur le collectif, de telle manière que ce collectif ne se referme pas sur lui-même, en une totalité close qui ne serait alors gouvernée que par la force. Car il faut avoir accédé au domaine du bien impersonnel pour ne pas penser que la force est souveraine, et ne pas gouverner alors sa vie avec pour seule finalité la défense de ses intérêts, de sa famille, de sa nation, de son syndicat, de son ethnie ou de sa religion. Il faut avoir pénétré dans le domaine impersonnel du bien pour reconnaître une obligation envers tous les êtres humains, celle de protéger en eux non pas la personne, mais tout ce que la personne recouvre de fragiles possibilités de passage à l'impersonnel. Fin de citation. Donc il s'agit de permettre la germination mystérieuse de la partie impersonnelle de l'âme. Et donc, en retour, la collectivité peut recevoir la marque de l'impersonnel, dit Simone Weil. La collectivité peut recevoir la marque de l'impersonnel. C'est en effet la question que pose Simone Weil. Comment un être humain parvient-il à imposer au collectif la marque de l'impersonnel ? Il y a illumination possible de ce monde par l'autre. La grandeur ne peut être l'effet que du bien. Il s'agit que l'amour du bien s'allume dans les cœurs à travers toute la population. C'est là l'enjeu. Que l'amour du bien s'allume dans les cœurs. C'est le bien qui doit inspirer les œuvres d'art, la science, la spéculation théorique, l'action publique. Simone Weil note « répandre sur la vie collective elle-même une couleur de vie impersonnelle, c'est-à-dire de beauté ». Et elle ajoute « c'est la fonction spéciale de la religion ». La fonction propre de la religion, dit-elle, consiste à imprégner de lumière toute la vie profane, publique et privée, sans jamais aucunement la dominer. En effet, une religion donne forme à un milieu. C'est d'ailleurs ce qui distingue une religion d'une philosophie. Il y a une religion lorsqu'une pensée ne reste pas une philosophie, mais s'incarne, inspire un milieu. Une religion qui doit être tout entière orientée vers la mystique. Je n'insiste pas sur ce point pour passer au dernier moment de ma deuxième partie. Comment une religion, comment un milieu imprégné de beauté peut-il conduire les hommes vers le bien ? La question n'a toujours pas trouvé sa réponse. Comment conduire vers le bien ? Pour penser l'action publique, Simone Weil fait usage d'un terme qui n'a pas acquis de statut conceptuel en philosophie, mais qui est décisif dans la pensée de Simone Weil, c'est celui d'influence. Entre les milieux, les échanges se font par influence. Lorsqu'il est question de la patrie comme milieu vital dans l'enracinement, il est question de l'influence extérieure. Je cite, « Si la patrie est considérée comme un milieu vital, elle a besoin d'être soustraite aux influences extérieures que dans la mesure nécessaire pour le demeurer, et non pas absolument. Si l'influence extérieure peut être un stimulant qui intensifie la vie d'un milieu lorsqu'elle est une nourriture digérée, une influence étrangère, le pouvoir de l'argent ou la domination économique, peuvent au contraire provoquer la maladie du déracinement. L'influence qui déracine est celle de la force. La conception romaine de la grandeur désigne l'admiration devant la force et l'usage de cette force. C'est la force dans l'histoire que nous admirons. La force exerce une influence partout, dit Simone Weil, et nous force à nous incliner, comme le vent incline l'herbe sur son passage. Rien ne nous force à admirer, à imiter Alexandre le Grand, César ou Napoléon. Rien ne nous y force, excepté l'influence souveraine de la force, dit Simone Weil. Bernanos a compris et dit que l'hitlérisme, c'est la Rome païenne qui revient, mais, demande Simone Weil, a-t-il oublié, avons-nous oublié quelle part a eu son influence dans notre histoire, dans notre culture, et aujourd'hui encore dans nos pensées ? La question est donc alors, comment le bien peut-il, lui aussi, exercer une influence ? Comment faire pour que le bien puisse être le mobile qui inspire nos actions ? Si la force agit par influence,
elle est difficile à parer. Car qu'est-ce qu'une influence? La philosophie classique a pensé la causalité, le rapport de causalité et l'objectivité, mais elle a très peu pensé ce mode d'action qu'est l'influence. L'influence est sans sujet isolable. Elle est de l'ordre du flux, du cours, de l'à-travers. Elle pénètre de toutes parts, mais discrètement et sans qu'on puisse le remarquer. Elle n'est pas frontale, l'influence, en effet. Mais sa dissémination la répand de tous côtés. Elle opère par tous les pores et sous tous les biais. Elle n'est donc pas directe, mais discrète. On ne peut y faire face car elle est ambiante. On ne peut refuser ou contredire une influence. Opérant en amont, au niveau des conditions, elle ne se laisse pas affronter. Diffuse, elle ne se laisse pas isoler. Aussi est-elle ce sur quoi on a le moins de prise. L'influence n'est pas assignable et ne relève pas de la catégorie de l'être, ni du non-être, ni de l'ontologie. Elle ne se laisse pas penser à travers les catégories de la présence ou de l'absence, de l'être devant, présence, prae esse. Donc l'usage de ce terme indique déjà comment Simone Weil renouvelle radicalement la conceptualité philosophique et l'action politique. Comment susciter des mobiles? Comment tourner les hommes vers le bien situé hors du monde? Comment transformer le régime de l'attention? Selon une expression que Simone Weil emploie 2 fois dans l'enracinement. Cela ne saurait se faire par la force, en usant de la force, que Simone Weil nomme suggestion ou propagande. Pour ce faire, pour permettre l'influence du bien, il faut favoriser ce que Simone Weil appelle une atmosphère ou une ambiance. Pour qualifier l'atmosphère, donc il s'agit de favoriser une atmosphère favorable au jaillissement des énergies, à la contagion de l'héroïsme, dit Simone Weil. Pour qualifier l'atmosphère qui doit être celle d'un milieu, Simone Weil parle de poésie. Je n'insiste pas sur ce thème chez elle, d'une poésie en acte. D'une poésie qui a, dit-elle, Dieu pour source. D'une poésie qui ne peut être que religion, dit-elle. En effet, c'est le milieu ou l'atmosphère qui exerce une influence. Ce champ lexical de l'influence, de l'imprégnation, de l'inspiration est décisif parce qu'il permet de penser un mode d'agir autre que celui qui a dominé toute la tradition philosophique en Europe. En Europe, l'agir et son efficacité ont été pensés selon les catégories du sujet, de la volonté et de la liberté. Or, l'action est vaine si elle n'est pas portée par un contexte ou un conditionnement qui lui est favorable, une ambiance, une atmosphère, un milieu. On ne favorise la pousse d'une plante ni en tirant dessus, ni en s'en désintéressant. La première erreur est de vouloir obtenir l'effet directement. La seconde, de négliger l'effet indirect du conditionnement. C'est en amont qu'il convient d'intervenir, au stade des conditions socio-économiques. Et alors, l'effet découle des conditions aménagées, à titre de simple conséquence, sponte sua. Un grand général ne remporte que des batailles faciles, dit un proverbe chinois, parce qu'un grand général n'engage le combat que lorsque le potentiel de situation est en sa faveur, il ne force pas, se laisse porter par la situation. Cela, Simone Weil le sait très bien, lorsqu'elle note, au sujet d'un chef d'entreprise qu'elle connaît bien, De Teuf, je cite, De Teuf, « Art d'être chef et de ne rien faire, grande force. » Art d'être chef et de ne rien faire, grande force. Donc ne pas forcer la situation, cela signifie faire fructifier à son profit le potentiel de situation et donc agir en amont. Je cite Simone Weil, « L'action méthodique, dans tous les domaines, consiste à prendre une mesure non au moment où elle doit être efficace, mais au moment où elle est possible en vue de celui où elle sera efficace. » Ce que les hommes politiques ne comprennent pas parce qu'ils ne prévoient pas. Parfois, souvent. Quand les conditions sont remplies, dit Simone Weil, quand les conditions sont remplies, Dieu ne refuse jamais. Quand les conditions sont remplies, Dieu ne refuse jamais. Le bien descend du ciel sur la terre seulement dans la proportion où certaines conditions sont en fait réalisées sur terre, dit-elle. Donc l'étude et la mise en œuvre des conditions qui doivent être réalisées sur la terre pour que le bien pur descende
est par excellence l'objet de la politique. Il s'agit d'imprégner les différents milieux de spiritualité. Ainsi, on comprend le rôle dévolu à la religion, un agir sans usage de la force, un agir sans sujet qui agit, sans personne pour exercer une force, sans forcer la situation pour contraindre le réel à correspondre à un plan projeté par avance. Un agir qui n'est pas pensé selon les catégories de l'action, du sujet et de la volonté, mais selon d'autres catégories, celles de l'influence, de l'imprégnation, de l'atmosphère, de l'ambiance, du milieu. Je conclus. C'est la tâche de ceux qui détiennent, dit Simone Weil, c'est la tâche de ceux qui détiennent des morceaux d'autorité spirituelle, de ceux qui ont la charge de montrer au public des choses à louer, à admirer, à espérer, à rechercher, à demander. C'est la tâche des écrivains et des artistes, des professeurs et des intellectuels, des hommes politiques, des parlementaires et du gouvernement, des acteurs sociaux et des parents. C'est notre tâche à nous de ne jamais proposer aux aspirations des hommes que du bien réel et parfaitement pur. C'est notre tâche de ne rien donner qui ne soit, dit Simone Weil, qui ne soit le bien pur, la perfection, la vérité, la justice, l'amour. Fin de citation. C'est là, je crois, notre responsabilité et notre devoir. Et je termine en reprenant le diagnostic du présent que j'ai proposé en introduction. Nous avons été habitués à penser la politique selon un axe qui oppose les progressistes, ouverts sur la mondialisation, et les réactionnaires ou les populistes qui défendent la fermeture des frontières, le retour à l'identité nationale et la grandeur de l'État-nation. Il me semble qu'il s'agit, avec Simone Weil, de ne pas nous laisser enfermer dans cet axe, que ce soit pour aller dans un sens ou dans l'autre, en adoptant des positions toutes faites. Mais c'est un autre axe politique que propose Simone Weil, perpendiculaire. L'enracinement dans un milieu qui, en répondant aux besoins du corps et de l'âme, donne accès au bien impersonnel et oblige envers tout être humain. Et il n'y a de politique du bien seulement si on garde à l'esprit et on sait de toute son âme que le bien est absent. Je vous remercie de votre attention. Merci Pascal, David. Je crois que je me représenterai ici l'Assemblée pour vraiment vous remercier d'avoir répondu aux défis que nous avions exprimés dans le titre même que nous avons donné à ce colloque, penser une politique du bien pour notre temps. Je vous remercie également d'avoir respecté les temps, puisque c'est 45 minutes très exactement. Et il nous reste que, même si nous avons un tout petit peu de retard, mais je voudrais qu'on prenne quand même 5 à 10 minutes en fonction des questions qui sont posées avant de prendre une première pause pour répondre à ce exposé très profond. Oui, merci pour cet exposé magnifique. J'ai beaucoup de questions, mais je vais me concentrer sur une question. En 1943, quand Simone Weil meurt, il y a un deuxième philosophe qui parle du milieu, et qui fait du milieu sa catégorie philosophique centrale en France. C'est Georges Canguilhem, dans l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Et il parle du milieu en parlant de la maladie, de la lutte contre la maladie. Et ma question est simple, c'est-à-dire, je trouve que tu as magnifiquement repris cette notion de milieu vital autour de l'enracinement et pour penser aussi notre présent aujourd'hui. Mais je voudrais te proposer, disons, autour de ce problème commun à Simone Weil et à Georges Canguilhem, une alternative. C'est-à-dire non pas forcément une politique du bien, mais une politique contre le mal. D'abord contre la maladie, contre la guerre, contre l'injustice. Et au fond, je me disais, il y a la politique du médecin,
Et Simone Veil elle-même compare parfois le saint, l'homme politique à un médecin qui doit lutter d'abord contre le mal et lutter contre la destruction, parce que nous sommes des êtres vivants dans un milieu, comme tu l'as très très bien rappelé. Et je me disais, au fond, voilà, il y a peut-être à penser, non pas une politique du bien, en un certain sens, on voit bien quel risque peut y avoir aussi de malentendus, hein, je ne dis pas chez Simone Veil, mais de malentendus, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se concentrer, est-ce que pour toi ce serait trop négatif de se centrer contre la destruction des milieux et la maladie et la guerre et l'injustice, précisément pour rendre le bien actif, c'est-à-dire pour mobiliser. Qu'est-ce qui est le plus mobilisateur? Est-ce que ça n'est pas d'abord la lutte contre l'injustice plutôt que l'idée d'agir au nom du bien? Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout cette première partie magnifique sur la notion de milieu, ça ressaisit en effet à la fois Simone Veil, 1943 et 2018. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre lutter contre l'injustice et lutter pour la justice. Puisque dans les deux cas, dans les deux formules, lutter contre l'injustice et lutter pour la justice, c'est lutter en étant orienté par une certaine idée du bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas lutter contre l'injustice si on n'a pas une idée du bien. Et donc il serait illusoire de dire « je veux lutter pour la justice » en disant « je vais uniquement lutter contre le mal », c'est-à-dire contre les rapports de force, ou contre la mort. Alors ça, je ne sais pas si je dirais lutter contre la mort. Bon, je ne suis pas sûr de prendre cette formule à mon compte, qu'il faudrait lutter contre la mort. Mais en tout cas, si on lutte pour la justice et contre l'injustice, c'est toujours déjà parce qu'on est orienté vers le bien. Donc, on ne peut pas dire, à mon sens, je fais juste place nette, je me contente de lutter contre le mal pour qu'ensuite advienne ce qu'il pourra. Au fond, c'est la laïcité à la française, ça. Je vais un peu vite, bon. Mais à mon avis, ça ne marche pas. Il faut être déjà orienté par une idée du bien si on veut pouvoir lutter d'abord en soi-même contre la force. Oui, merci d'abord à Pascal d'avoir été très ferme sur la question de l'identité. C'est une question qui encombre le débat politique. Bon, par exemple, en France et en Italie, c'est évident. Et tu as eu raison d'insister sur le fait que l'enracinement, ce n'est sûrement pas chercher une origine pure qui serait à trouver dans une profondeur quasiment inaccessible d'ailleurs, mais que la notion de milieu doit s'employer au pluriel, tout à fait, oui, des milieux. Et tu as dit, il faut faire tenir les milieux dans leur écart. Alors, j'ai le souvenir que... Est-ce que c'est François Julien qui utilise cette notion ? L'écart, oui, voilà, oui, ça me paraît une notion extrêmement importante. Et puis, l'idée que le milieu n'opère pas de distinction entre nature et culture. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu serais d'accord pour dire que le milieu, finalement, c'est avant tout une culture du quotidien, quoi. Tout ce qui peut intervenir dans la vie quotidienne des individus et qui relève aussi bien de la langue, de l'espace, du temps, des traditions, des gestes, etc. Et de ce point de vue-là, puisque tu as mentionné dans ton introduction, parmi les problèmes du temps, le travail, la crise de la demande de refuge, et puis l'écologie. Effectivement, si certains avaient des tendances à chercher chez Simone Veil une sorte de fondement pour une écologie, ce serait vraiment, je pense, une écologie qui serait politique, parce que le problème pour Simone Veil ne serait certainement pas uniquement de préserver l'environnement ou de préserver une nature, mais bien de créer des milieux de vie et des milieux de vie humaine. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de la vie humaine, puisqu'il y a une spécificité des besoins de l'âme. Enfin, je ne sais pas si tu vois les choses ainsi, si on peut les tirer ainsi ou pas.
Alors, j'ai pas, effectivement, au cours de mon exposé, justifié tous les concepts que j'employais, dont, entre autres, le concept d'écart, qui me semble un concept plus fécond que le concept de différence, parce que le concept de différence, quelque chose diffère d'avec d'autres... Enfin, une chose A diffère d'une chose B à partir de quelque chose en commun. Ça, c'est ce que nous apprend le pêcheur à la ligne chez Platon. C'est-à-dire qu'il n'y a de différence qu'à partir de l'identité entre l'identité et la différence. C'est au sein d'une identité que s'établit la différence. Et donc, si on pense la différence entre les hommes, on ne peut la penser qu'à partir d'une nature humaine qui serait commune. Or, je ne crois pas qu'il y ait de nature humaine, et ce concept me semble surdéterminé par la philosophie occidentale. Donc, le concept d'écart permet de penser autrement que selon l'identité et la différence. Voilà. Donc, je n'ai pas justifié effectivement tous les concepts que j'ai employés, mais ce concept d'écart me semblait fécond pour rendre compte de ce que dit Simone Veil lorsqu'elle prend l'exemple du peintre qui se retrouve, qui se dévisageant dans un autre peintre, ne se mélange pas à lui, ne se confond pas avec lui, ne va pas vers l'uniformisation, mais au contraire découvre toute sa singularité en vis-à-vis de l'autre peintre. Il s'écarte de l'autre peintre, c'est-à-dire qu'un écart, c'est bien une tension maintenue entre deux objets. Si j'écarte deux objets, ils sont bien pensés l'un par rapport à l'autre, mais chaque peintre redécouvre l'intensité, dit Simone Veil, de son génie par écart d'avec l'autre. Donc c'est un concept qui me semblait fécond pour penser ce que dit Simone Veil à propos du peintre, le peintre étant un exemple pour penser le rapport entre les milieux. Sur l'identité, Simone Veil n'emploie jamais ce mot. D'abord, d'ailleurs, à son époque, on ne l'emploie pas pour parler des cultures ou des nations. C'est dans les années 70 du siècle dernier que ce mot va entrer dans le vocabulaire politique pour parler des nations, sauf si je me trompe et il y a des occurrences avant. Mais dans mes lectures, c'est là que j'ai vu émerger le concept d'identité. Le concept d'identité est fécond en logique, A égale A. Il est sans doute fécond en psychologie, Ricoeur l'a montré, selon un autre concept d'identité que le concept logique d'identité, mais à mon avis, il n'est pas pertinent pour penser une culture ou un peuple. En tout cas, le concept logique d'identité, A égale A, n'est pas pertinent pour penser une culture, parce que une culture qui serait identique à elle-même, qui aurait une identité, serait une culture qui n'évoluerait plus, qui serait morte, comme on parle d'une langue morte. Une langue qui n'évolue plus. Une culture est vivante, pour autant qu'elle n'a pas d'identité, au sens logique du terme, et pour autant qu'elle ne cesse pas de se transformer elle-même de manière continue. Donc, une culture n'a pas d'identité. C'est vain de vouloir chercher l'identité de la culture française. Ou pire, l'identité entre toutes les cultures, un dénominateur commun qui serait commun. Bon, l'UNESCO a fait ça pendant des décennies. C'est vain, parce que ce qui importe, c'est ce qui est fécond dans chaque culture, dans chaque milieu, dans chaque nation. Et cette fécondité demeure féconde pour autant qu'elle se transforme et qu'elle reste vivante. Voilà, donc je crois que je serais réticent à employer le concept d'identité pour parler des questions politiques. Sur le rapport nature-culture, là je suis tributaire des travaux de Bruno Latour, qui m'a sensibilisé ou de Philippe Descola, qui m'a sensibilisé à l'invention occidentale du concept de nature, qui est un concept surdéterminé par la pensée occidentale, qui a inventé la nature. Donc la nature est un concept culturel. La nature et la distinction nature-culture est une invention culturelle. Et donc je crois que j'essaie de penser autrement que selon ce concept-là, concept de nature. Nature qui irait, disons, avec le concept de territoire, le concept d'État, bref, tous ces concepts auxquels il faut renoncer si on veut penser le milieu. Merci beaucoup. Je voulais poser une question et c'est une remarque sur une notion qu'on n'a pas tout à fait touchée aujourd'hui et hier. On a touché la souffrance, on a touché l'anonymité de l'artiste, de l'œuvre d'art, mais il y a aussi la notion de la décréation. Et chez Simone Veil, et pour moi, c'est une question d'identité de soi. Et si on parle de nation et des milieux, je voulais savoir qu'est-ce que
vous pensez de cette notion de décréation chez Weil pour penser à la justice? Pour moi, je voyais cette notion par rapport à l'éthique, dans la relation entre moi et mon voisin, et je voulais... Alors moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit dans ton exposé au moment où tu disais il faut répandre l'influence du bien pour contrebalancer l'influence de la force. Et tu réfléchissais aux modalités de cette possible influence du bien. Il me semble, tu as évoqué rapidement la religion et la poésie, qui doit venir envelopper de leur lumière la vie quotidienne des hommes pour que l'influence du bien puisse s'exercer. Il me semble, mais je peux me tromper, mais que dans l'enracinement, elle réfléchit aussi au langage, à la fonction de la parole, dans cette optique d'une influence du bien, et qu'elle reconduit et elle distingue les fonctions de la parole à partir des concepts qui sont aussi novateurs que celui de l'influence que tu as mentionné. Et notamment, elle a cette idée d'une expression, d'un usage de la parole politique qui serait l'expression de ce que les hommes ont de plus profond comme mobile dans leur cœur, mais qui n'est pas formulé, et que la parole politique doit porter à l'expression, parce qu'un mobile qui n'est pas exprimé n'a pas assez d'énergie pour pouvoir être suivi. Et du coup, je termine ma question, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Serais-tu d'accord de dire qu'au regard de cette affirmation dans l'enracinement, tu pourrais ajouter une quatrième crise aux trois crises de la modernité que tu mentionnais, à savoir une crise de la parole, c'est-à-dire une vacuité de la parole politique, emprisonnée très souvent dans des formules toutes faites, les statistiques économiques, enfin une parole qui est muselée de toutes parts et qui ne peut du coup exercer cette fonction d'expression qui serait nécessaire pour qu'elle participe aussi à cette responsabilité spirituelle de répandre l'influence du bien. Merci Pascal. Et je reviendrai seulement avec deux petits mots sur la question de l'identité. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'une culture ne se peut pas définir avec le concept d'identité, mais tu as dit peut-être le concept d'identité c'est utile pour la psychologie, voilà, mais je suis encore plus radicale que toi, je pense que non, au moins nous pouvons utiliser le concept d'identité peut-être, mais en partant de tout le travail que la pensée du XXe siècle a fait sur le concept d'identité, et à savoir surtout la déconstruction de la subjectivité. Et donc, je crois que vraiment nous devons utiliser le concept d'identité avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que nous devons peut-être trouver quelques autres concepts pour parler de cela, parce que nous avons plusieurs risques que bien à l'utiliser, je crois. À moins de faire comme l'enracinement, du fait même de l'usage massif qui en est fait, d'essayer d'en trouver, de le récupérer positivement vers ce que l'on dit. En référence à ce que tu disais hier, Frédéric, sur l'enracinement qui est en quelque sorte dérobé à l'adversaire pour en donner une autre signification. Voilà, je m'interroge là-dessus, mais Pascal, Sur la décréation, je pense beaucoup de bien de la notion de décréation et beaucoup de mal du mot décréation. Je vais m'expliquer. Ce mot décréation risque de devenir un slogan et d'être vidé de son contenu. Simone Weil, la décréation. Comme l'enracinement. Tout à fait, exactement, comme l'enracinement. Je m'en méfie parce que ça risque de devenir un slogan. Je m'en méfie parce que c'est un mot très rare sous la plume de Simone Weil. Je n'ai relevé que 11 occurrences dans tout le corpus de Simone Weil de ce mot-là, uniquement sur une période de 2 ans et demi de son œuvre.
et parfois écrit avec un tiret, parfois écrit sans tiret. Bon, des créations ou en un seul mot. Donc, c'est un mot donc il faudrait pas, il faudrait pas que ce soit un mot qui soit une étiquette qui empêche de lire Simone Veil. Voilà, un mot slogan. C'est pour ça que je me méfie du mot. Donc moi, dans mon exposé, il a été question là des créations. L'un des moments de ma deuxième partie était consacré à la décréation. On peut dire ça. Mais je préférerais dire faire attention au bien impersonnel ou perdre la perspective. Plutôt que décréation, je dirais perdre la perspective. Il s'agit de perdre ou de renoncer, ce qui serait encore mieux dit d'ailleurs, il me semble. Renoncer à la perspective. Donc plutôt que décréation, je dirais renoncer à la perspective. Voilà. Mais bien sûr, en fait, il en a été question dans ce que j'ai dit. Donc il me semble que c'est une notion centrale chez Simone Veil, perdre la perspective. Simone Veil, peut-être qu'on peut dire ça, Simone Veil écrit les cahiers pour renoncer à la perspective. C'est pour ça qu'elle écrit les cahiers, entre autres. Sur la poésie, je n'ai pas eu le temps d'en parler plus, mais si je puis dire ça comme ça, pour Simone Veil aussi, l'homme habite en poète, mais elle développe un concept de poésie sur lequel je n'ai pas eu le temps de m'étendre, mais il me semble que c'est intéressant quand elle dit par exemple les petits troquets ouvriers ont beaucoup plus de poésie que certains grands restaurants gastronomiques. Voilà, il y a de la poésie là. Il faut que le milieu soit chargé de poésie. Bon, donc tout ce vocabulaire de la poésie me semble intéressant. Bien sûr, je n'ai pas parlé du langage de la parole dans l'optique de l'influence du bien. Simone Veil donc distingue la vérité d'une part et l'expression de la vérité. Et il me semble effectivement qu'il y a une crise de la parole politique, ce que Simone Veil appellerait la propagande, dans les vociférations politiques des dictateurs dont on a des images télévisées dans des années 30-40. On voit bien la manière dont le langage politique est dévoyé. Et on voit bien comment on peut utiliser la parole ou pour manipuler ou pour susciter une orientation vers la vérité. Donc effectivement, là, il me semble que c'est une bonne proposition. Il y a une crise de la parole politique. Voilà. Et sur l'identité, je suis d'accord avec toi, Rita. Voilà. J'ai rien à dire de plus sur ta proposition. Effectivement, mais la psychologie et la philosophie au XXe siècle, dans le domaine de la vie de l'esprit, a repensé ce concept d'identité. L'ipséité, c'est une manière de repenser le concept d'identité. Donc effectivement, c'est peut-être pas le bon mot, le mot identité, pour penser l'âme, l'esprit, le corps, enfin l'être humain. Donc ce mot est devenu aujourd'hui un slogan, le mot identité, alors que ce n'est pas un concept philosophique pertinent dans tous les domaines. Voilà. Bien, merci pour cet échange riche et fructueux. Alors, nous avons pris du retard, mais pas tant que ça finalement, parce que, non, je vais vous dire pourquoi, parce que nous avions prévu initialement que le déjeuner durerait 1h45, et donc du coup, voilà, il durera moins longtemps qu'1h45, de telle sorte qu'on pourra récupérer le temps perdu. Quelle belle expression. Dont nous sommes à la recherche. Non, alors là, il est 11h10. Je propose que nous nous retrouvions à 11h30, voilà, 20 minutes, pour alors un panel sur Simone Veil, le judaïsme, avec Robert Chenavier, Aviat Refetz et moi-même. Voilà.